Bonjour, alors si vous êtes ici, certainement que vous avez un projet d'application ou que vous vous intéressez au développement de manière générale. Le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de croire que le développement d'une application n'est qu'un sujet technique. Alors, c'est en partie vrai, mais à vrai dire, la technique n'est qu'un des éléments qui fait partie de la roadmap du développement d'une application. Et dans ces éléments, vous allez retrouver la phase d'idéation, la phase avant-projet, valider ses fonctionnalités, tester son marché, discuter avec ses bêta-testeurs afin de voir si on répond à leurs problématiques. Vient la phase de design où nous allons créer les user stories, les visuels et le design de notre application. Il va falloir choisir la stack technique, le développement et ensuite faire des tests avec nos utilisateurs et faire évoluer notre application. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 7 étapes comment suivre une roadmap pour développer votre application. Alors, la première étape du développement de notre application, ça va être la préparation du projet. Cette préparation du projet va se décomposer en 4 grandes étapes. La première étape, c'est l'idée. Nous allons souhaiter trouver une idée qui répond à une vraie problématique. Et ensuite, dans un second temps, nous allons définir les utilisateurs qui correspondent à la problématique qu'on souhaite résoudre. Parce qu'en fonction de l'utilisateur, qui il est, son âge, ses habitudes, nous allons pas développer la même application. Dans un troisième temps, nous allons nous intéresser à la concurrence dans un seul but, c'est de voir comment les applications déjà en ligne essayent de répondre à la problématique de notre utilisateur. Et enfin, nous allons nous intéresser à la partie marché, quel est le potentiel de notre marché et à ses contraintes, parce qu'en fonction du marché sur lequel vous allez vous adresser, la législation n'est pas forcément la même, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes contraintes. Alors, la partie idée de la préparation de notre projet. Donc ce qu'il faut comprendre avec une idée, c'est que pour avoir une bonne idée, il faut trouver un problème à résoudre dans une industrie que l'on maîtrise. Alors maintenant que nous avons trouvé une vraie problématique à résoudre, nous allons passer à la partie définir son persona. Donc le persona, c'est la description d'une personne qui est fictive mais qui correspond à notre utilisateur final et ce qui va nous permettre de bien comprendre qui est-ce qui va utiliser notre application, parce qu'en fonction de l'utilisateur qui utilise votre application, les attentes ne sont pas les mêmes et donc l'application ne sera pas la même. Donc pour définir son persona, on va prendre 4 grandes étapes. Donc la première, ça va être les données démographiques. Donc qui est votre persona, quel âge il a, où est-ce qu'il vit, quel est son métier, ses revenus. Ça va vraiment c'est très important de définir cette étape-là parce que déjà ça vous dit à qui vous adressez. Maintenant, vous savez si vous vous adressez à une personne qui fait partie de la génération Z ou qui a plus de 60 ans, forcément, on peut se douter que la façon de consommer le numérique n'est pas la même. Et là, c'est aussi très important. Comment on va définir les comportements du numérique de notre persona. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il utilise plus un téléphone, une tablette, est-ce qu'il est à l'aise avec le numérique ou pas du tout, ce qui va influencer la roadmap de développement. En troisième partie, on va aller lister les douleurs et les frustrations de notre utilisateur. Aujourd'hui, quelles sont les douleurs et les frustrations que l'utilisateur rencontre via les solutions qui sont disponibles pour lui aujourd'hui. Et enfin, on va définir ses habitudes et son style de vie. Quand est-ce qu'il va utiliser l'application? Quelles sont ses habitudes dans son style de vie? Ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est comment est-ce qu'il va essayer de résoudre sa problématique hors application, à quel moment il va le faire, et ça va nous permettre vraiment de créer une solution qui est adaptée à son besoin. Alors maintenant que nous avons défini notre persona, nous allons passer à la partie concurrence de la partie préparation du projet. Donc pour la partie concurrence, ça va se diviser en 4 étapes. Dans un premier temps, on va aller chercher les entreprises qui essayent elles aussi de résoudre notre problématique. Nous allons télécharger les applications, on va les tester et on va lister les fonctionnalités qu'elles ont développées pour résoudre cette problématique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a eu cette idée. Est-ce que je pense que cette idée pourrait résoudre cette problématique? Mais c'est toujours bien de challenger sa pensée et donc d'aller voir ce que font les concurrents et de, pourquoi pas, s'inspirer un petit peu de ce qui se fait sur le marché et d'adapter notre projet, parce qu'on n'a pas forcément tout de suite tapé dans le mille. Il va falloir qu'on adapte notre application.
Donc sur les fonctionnalités qu'on va lister, on va lister les points forts, les points faibles, et de cette façon, on va pouvoir adapter un petit peu la roadmap de développement de notre application. Alors maintenant que nous avons terminé notre veille concurrentielle, nous allons pouvoir passer à la dernière partie de la préparation du projet, c'est la partie marché et contraintes. Donc dans un premier temps, nous allons définir la taille du marché, voir un petit peu le potentiel qu'on peut aller chercher sur notre projet. Et dans un second temps, il va falloir définir les contraintes. Je dirais que là, le plus important de cette partie, c'est surtout les contraintes du marché, parce que en fonction du projet que vous allez avoir, par exemple, si vous avez un projet d'application dans le milieu médical, il va y avoir des réglementations qui seront différentes que dans un autre domaine. Et donc, il faut vraiment avoir ça en tête avant de développer pour pouvoir créer une application qui est viable sur le long terme. Alors maintenant que nous avons terminé la partie marché et contraintes, eh bien, la première étape du développement de notre application est terminée. Nous allons donc pouvoir passer à la seconde étape qui est la conception des éléments de notre application. Cette étape est une étape très importante et elle va consister à vraiment lister tout ce que peut faire et ne pas faire notre utilisateur en allant de la validation des fonctionnalités, ensuite en écrivant les user stories. Une fois que nous aurons les user stories, nous allons dessiner les wireframes et enfin, avec ces wireframes, nous allons pouvoir créer des maquettes beaucoup plus précises en travaillant sur l'UX, sur l'UI et sur le design. Donc la première partie de la conception des éléments de notre application, ça va être la validation des fonctionnalités. Pour cette partie-là, je vous ai mis deux grands points qui sont très importants selon moi. Le premier point, ça va être d'avoir en tête qu'il faut faire une application pour ses utilisateurs et non pour soi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une idée, en fait, on va se dire cette idée est bonne et elle permettrait de résoudre telle problématique. Mais en fait, cette idée, on peut être biaisé par rapport à ce qui est important pour nous et ce qu'on apprécie dans nos façons de consommer le numérique, mais elle va traduire des fonctionnalités qui ne sont pas forcément pertinentes par rapport aux besoins de ses utilisateurs. Donc le danger, si on ne discute pas et on n'écoute pas ses utilisateurs, c'est d'avoir à la fin une application qui, selon nous, est pertinente, mais qui, en fait, ne correspond pas réellement aux besoins de nos utilisateurs. Donc pour cette partie, la façon la plus simple, c'est d'aller poser la question à nos utilisateurs finaux. Donc ça met en avant un autre point, c'est que quand on a une idée et qu'on souhaite développer un projet, le premier réflexe chez beaucoup d'entrepreneurs, ça va être de vouloir garder son idée pour soi, ne pas communiquer dessus par peur qu'on nous la vole. Et ça, c'est une erreur qui est courante dans l'entrepreneuriat, mais qui n'est pas un bon réflexe, parce que en fait, la réussite de votre projet va dépendre de la vitesse à laquelle vous allez exécuter votre stratégie et non pas de votre capacité à ne pas divulguer votre idée. C'est vraiment contre-productif de ne pas parler de votre idée, parce que c'est en parlant de celle-ci que vous allez pouvoir un peu la challenger et du coup améliorer votre projet petit à petit. Pour cette partie-là, la façon la plus simple, ça va être de contacter dans votre entourage ou des utilisateurs. Il faut que vous essayiez de trouver des gens qui correspondent à vos utilisateurs finaux et que vous fassiez des interviews avec eux pour leur poser des questions sur votre projet, votre idée, les problèmes qu'ils rencontrent et ainsi voir si vous avez vraiment analysé la problématique sur le bon prisme. Dans un second temps, quel est votre killer features ? Ce point-là, c'est aussi très important parce que un des premiers réflexes qu'on peut avoir quand on souhaite lancer une application, c'est de croire que la réussite de son application consiste à développer le plus de fonctionnalités possible. C'est de croire que si on ne fait pas autant de fonctionnalités que nos plus gros concurrents, cela ne va pas marcher. C'est aussi un mauvais réflexe parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est de la charge de travail et de la complexité de développer un nombre de features importantes. Et ce qu'il faut faire sur cette partie-là, du coup, c'est avec les entretiens utilisateurs, c'est de définir la fonctionnalité qui résout le plus la problématique de notre utilisateur. Les utilisateurs préféreront toujours une application simple mais qui est vraiment parfaite dans l'utilisation plutôt qu'une application qui a beaucoup de fonctionnalités mais qui est imparfaite et qui a des petits bugs un peu partout. Donc la bonne façon pour lancer votre projet,
c'est suite à tout le travail que vous avez fait précédemment et aux interviews utilisateurs de définir quelle est la fonctionnalité principale. Par exemple, si je lance Instagram, aujourd'hui vous avez Instagram sur votre téléphone, vous vous rendez compte que c'est une application avec des dizaines de fonctionnalités. Là, si Instagram était un MVP, eh bien à la base Instagram c'est un réseau social sur lequel je peux poster des photos. Donc la fonctionnalité, la killer feature, c'est de pouvoir me connecter sur mon application et publier mes photos sur un fil d'actualité qui sera accessible à d'autres utilisateurs. Si je veux développer Twitter, aujourd'hui même chose, Twitter, vous avez plein de fonctionnalités dessus. La fonctionnalité de base, c'est un réseau social sur lequel je peux me connecter et publier des tweets. Il faut absolument que vous développiez, que vous identifiez quelle est la killer features pour vous focaliser dessus dans un premier temps. Maintenant que nous avons validé nos fonctionnalités avec nos utilisateurs finaux et que nous avons défini notre killer feature, alors par exemple, là, si on a Instagram, eh bien la killer feature, ça sera de pouvoir publier, se connecter à son application et de publier des photos accessibles sur un fil d'actualité. Nous allons passer à la seconde étape qui est la rédaction des user stories. La rédaction des user stories, c'est un exercice qui consiste à rédiger, que ce soit sur votre bloc-notes ou sur un outil, sur votre bloc-notes Apple, sur papier ou sur Notion par exemple, mais vous allez devoir écrire tout ce que peut faire l'utilisateur sur votre application. Donc je vous ai mis un exemple ici dans la vidéo. En tant que type d'utilisateur, je veux faire une action afin de, et vous notez le bénéfice. Donc en tant que client, je veux me connecter afin d'accéder à mon compte. En tant que client, je veux publier une photo afin qu'elle soit accessible aux autres utilisateurs dans un fil d'actualité. Faire cet exercice de rédiger toutes ces user stories, ça va vous permettre d'avoir vraiment une vision de tout ce qu'il va falloir développer dans votre application pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est la création des wireframes. Maintenant que nous avons toutes les user stories de notre application, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui est la partie création des wireframes. Alors ce qu'il faut comprendre des wireframes, c'est que c'est l'étape juste avant la création des visuels définitifs, des designs, et ça consiste à agencer les différents visuels de votre application, mais sans vous attarder sur vraiment la partie code couleur, design et forme. C'est vraiment comprendre comment va être votre application. C'est, pour vous donner un exemple, un petit peu créer le squelette de votre application. Donc ce que je vous conseille sur la création des wireframes, c'est de créer vos wireframes sous forme de flow. Donc un flow, ça va se traduire comme un parcours utilisateur sur une fonctionnalité. On va prendre une fonctionnalité qui revient sur quasiment toutes les applications, qui est la fonctionnalité de login et de sign up. Et bien vous pouvez faire le flow sign up, et sur ce flow, vous allez faire tous les wireframes en prenant un wireframe va correspondre à une page, une vue de votre application, et vous allez créer ainsi tous les wireframes nécessaires pour que l'utilisateur arrive sur la page d'accueil de votre application et se retrouve sur son compte. Donc page d'accueil, formulaire d'inscription ou de sign-in, et ensuite la partie son compte. Et ainsi de suite, vous allez du coup faire tous les wireframes de votre application, ce qui va vraiment là vous permettre d'avoir un visuel du rendu final de votre application. Alors maintenant que nous avons dessiné tous les wireframes de notre application avec les différents flows, eh bien nous allons pouvoir passer à la dernière étape qui est la création des maquettes. Donc les maquettes, ça va être la version qui suit la création des wireframes et qui va vraiment prendre en compte toute la partie design, code couleur, les formes de votre application. Et toute cette partie-là doit vraiment correspondre au persona que vous avez défini précédemment, parce que en fonction de la catégorie de personnes qui va utiliser l'application, eh bien, il ne va pas falloir créer les mêmes visuels, parce que en fonction des couleurs, vous allez renvoyer des émotions différentes. En fonction des formes, vous allez aussi renvoyer une image différente et une ambiance différente dans votre application. Donc ça, c'est très important de faire un point et de bien qualifier les utilisateurs qui vont utiliser l'application et de faire une identité visuelle et des maquettes qui correspondent à ces utilisateurs. Maintenant que vous avez
créer toutes les maquettes de votre application, eh bien, vous avez un rendu, vraiment le rendu réel de à quoi va ressembler cette appli. Et donc, vous êtes face à cette étape que beaucoup de porteurs de projets qui ne savent pas forcément, qui ne savent pas coder rencontrent. C'est comment est-ce que je donne vie à ces maquettes? Donc là, on va passer, maintenant qu'on a nos maquettes, à la partie technique. Comment est-ce qu'on peut donner vie à ces maquettes via le développement de cette application? Donc nous pouvons passer à l'étape suivante qui est choisir la stack technique pour développer notre application. Alors, sur le choix de la stack technique, eh bien, nous allons avoir deux grands choix, qui est le code ou le no-code. Alors, le choix de cette stack technique, eh bien, à vrai dire, ça va dépendre de qui vous êtes et de vos compétences. Mais il faut quand même garder en tête que là, on a une idée, on l'a validée avec des utilisateurs. La réussite de ce projet, ça va être la vitesse d'exécution de notre roadmap, de mettre le plus vite possible le MVP dans les mains de nos utilisateurs pour récolter les feedbacks et pouvoir itérer et améliorer petit à petit notre application. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Alors, si vous êtes un profil technique, que vous avez de l'expérience dans le développement et que vous maîtrisez déjà une techno, bien, pourquoi pas utiliser le code. Si vous n'avez pas du tout de compétences techniques, vous n'avez pas d'associés techniques non plus, et vous avez toujours cette problématique, c'est comment est-ce que je mets le plus vite possible mon application dans les mains de mes utilisateurs, eh bien la courbe d'apprentissage pour le code sera beaucoup plus longue que pour le no-code. Donc je dirais que le code peut être une bonne solution pour un profil qui est compétent sur le domaine, un profil développeur. L'avantage du code, ça va être que vous n'avez aucune limite dans le développement des fonctionnalités de votre application. Vous pouvez faire une application vraiment puissante. Aussi sur la partie optimisation du code, optimisation des performances, eh bien, une application qui est faite en code sera objectivement plus performante sur certains points. Ce sera plus facile de vraiment faire un code qui soit léger. Mais derrière, vous allez avoir plus de rigidité et plus de complexité dans le développement des fonctionnalités, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dedans. Si, par exemple, vous travaillez avec un développeur en prestation de service, ça va vous rendre très dépendant à ce développeur parce qu'il ne va pas avoir de demi-mesure. C'est-à-dire, si vous faites votre application en 100% code avec un développeur qui lui maîtrise l'application et que par rapport à un retour utilisateur, vous allez devoir faire une modification mineure qui si vous souhaitez la faire vous-même, que ce soit le changement d'un titre, le changement d'une couleur, le changement de la couleur d'un bouton, vous allez être dépendant de votre développeur. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Le no-code, du côté no-code, l'avantage, c'est que la courbe d'apprentissage est beaucoup plus rapide. Vous allez vraiment pouvoir vous former rapidement et développer rapidement le MVP de votre application. Je dirais les inconvénients du no-code, ça va être que en fonction de l'outil que vous utilisez, eh bien, vous allez peut-être bloquer sur certaines fonctionnalités. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin que vous le souhaitez dans le développement de votre fonctionnalité. Vous allez être souvent aussi rattaché à un outil no-code parce que beaucoup d'outils no-code vous demandent l'application est hébergée chez eux, donc vous avez un abonnement à payer sur cet outil et vous êtes un petit peu bloqué avec l'entreprise. Sur la partie optimisation du code, le no-code, comme son nom l'indique, vous ne codez pas, donc les retours qu'on peut voir sur le no-code, c'est que les applications peuvent être moins performantes que des applications qui sont faites en code, même s'il y a débat sur ce sujet, parce que aujourd'hui les technologies no-code ont beaucoup évolué et on fait des applications qui sont vraiment performantes. Et par contre, pour moi, selon moi, le gros avantage du no-code, si vous n'avez pas de compétences techniques, c'est que vous allez monter en compétences rapidement et surtout vous allez avoir la possibilité, vous allez avoir une flexibilité sur la maintenance et sur l'évolutivité de votre application, parce que vous allez pouvoir faire des modifications vous-même, ce qui selon moi est extrêmement important quand on lance un projet tech, c'est de pouvoir avoir le luxe de
d'itérer rapidement, de prendre les retours utilisateurs, de pouvoir faire des modifications, même si ce sont des modifications mineures. Je pense que ça peut être un frein pour votre projet si vous êtes ultra dépendant d'un développeur, par exemple sous forme de prestation, qui va vous facturer chaque mise à jour et par exemple en fonction de son planning ne pas être aussi réactif que vous sur le développement. Au niveau des outils no-code qui existent pour développer une application, vous en avez plusieurs. Donc comme vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, personnellement j'utilise beaucoup un outil qui s'appelle Flutterflow. C'est un outil no-code et low-code qui permet du coup de développer des applications mobiles et web. Ce que j'apprécie particulièrement dans cet outil, c'est que, alors c'est aussi mon ressenti, parce que il faut aussi choisir un outil avec lequel vous êtes à l'aise. Mais je trouve que l'application est bien faite sur la partie no-code et surtout que c'est un outil low-code dans la mesure où Flutterflow est une interface graphique qui permet de générer un langage qui s'appelle le Flutter. Donc le Flutter, en soi, vous pouvez développer votre projet d'application en Flutter sans Flutterflow et donc au besoin, vous pouvez exporter votre projet et continuer à développer en Flutter si besoin. Après, vous allez avoir un autre outil qui s'appelle Bubble. Bubble, c'est historiquement un des outils no-code les plus anciens qui va vous permettre de développer à la base des applications web, mais qui depuis quelques mois vous permet aussi de développer des applications mobiles. Je vous cite un autre outil qui s'appelle Glide, qui vous permet de développer aussi des applications que j'ai moins utilisées pour le coup. Et enfin, un dernier outil qui s'appelle Adalo. Donc Adalo est réputé pour être un des outils no-code les plus faciles à prendre en main pour développer votre application, mais aussi un des outils qui va avoir le plus rapidement un plafond de verre sur la partie personnalisation de vos applications. Donc il faut l'avoir en tête en fonction sur ce que vous allez choisir comme outil pour développer votre app. Alors maintenant que nous avons choisi notre stack technique, donc admettons nous avons choisi Flutterflow pour développer notre application, et bien il va falloir passer à l'étape suivante qui est le développement de notre application. Donc le développement d'une application, ça se décompose en deux grandes parties, c'est le développement front-end et le développement back-end. Alors je vous explique, le développement front-end, ça va être tout ce que voit l'utilisateur, tous les éléments qu'il voit et avec lesquels il interagit. Donc pour faire simple, c'est toute la partie design, toutes les maquettes de votre application, ça va correspondre au développement front-end. Le développement back-end, ça va correspondre à, pour utiliser une expression, ce qui est un petit peu derrière le rideau, ça va correspondre au moteur de l'application, c'est-à-dire tout ce qui fait référence à la logique métier, à la base de données. Et donc, quand l'utilisateur, par exemple, appuie sur le bouton se connecter, eh bien, c'est le back-end qui va gérer la partie authentification. Quand l'utilisateur publie un post, eh bien, c'est sur le front-end qu'il interagit, mais c'est le back-end qui va enregistrer en base de données le post et qui va permettre que ce post soit accessible dans le fil d'actualité des autres utilisateurs. Donc c'est de cette façon que vous développez votre application. Par exemple, avec Flutterflow, tout le front-end est géré avec Flutterflow et cet outil n'offre pas de solution back-end intégrée, même si il est très bien intégré avec un outil qui permet de créer un back-end qui s'appelle Firebase. Et bien vous allez du côté Flutterflow intégrer tous les visuels de votre application et du côté Firebase vous allez construire tout le back-end avec la partie authentification, la partie stockage de vos médias, la partie base de données, la partie cloud fonction pour gérer tout ce qui est notification push. Alors je ne rentre pas vraiment dans les détails techniques du développement de votre application avec un outil no-code ou avec un outil en particulier parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, le sujet c'est vraiment les étapes à suivre pour créer votre application et vous pouvez découvrir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et de plus, j'ai prévu de faire une vidéo qui sera vraiment dédiée à comment je développe mon application en no-code avec Flutterflow. Donc maintenant que vous avez développé votre application, le front-end, le back-end, eh bien vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui est les tests. Alors les tests, il y a deux parties, les tests techniques et les tests utilisateurs. Alors à vrai dire, j'ai mis les tests après la partie développement, mais la partie développement et la partie test peuvent être mixées dans le sens surtout pour la partie test technique, parce que la partie test technique va consister à tester les fonctionnalités que vous développez et surtout sur des cas plus précis. Par exemple, si vous développez une
une fonction qui va additionner deux valeurs, eh bien, il faut au préalable faire des tests pour voir si la fonction renvoie la bonne valeur. Donc je passe cette partie test technique qui consiste à s'assurer que l'application est bien fonctionnelle, et on arrive sur la partie test utilisateur. Donc la partie test utilisateur va consister à envoyer votre application auprès de vos utilisateurs, et je dirais plus vos bêta-testeurs, afin de les faire de la faire tester et de voir déjà si du côté test technique on a omis certains éléments d'un point de vue bug. Comme ça on peut remonter les bugs et les résoudre, et aussi si eh bien avec les entretiens utilisateurs qu'on a fait, est-ce qu'on a quand même bien compris le besoin utilisateur, et est-ce que les utilisateurs se comportent comme ce à quoi on s'attendait. Et sinon, eh bien, ils vont nous remonter les frictions qu'ils ont sur l'application, et on va pouvoir l'améliorer. Donc maintenant que les tests sont terminés, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, qui est la mise en production de notre application. Pour la mise en production, eh bien, en fonction de notre projet, la mise en production sera différente. C'est-à-dire, si on a une application web, eh bien, il va falloir héberger notre application sur un serveur. Alors même sur les outils no-code, en revanche, l'application peut être hébergée directement sur l'outil. En revanche, il faudra acheter un nom de domaine. Donc le nom de domaine, c'est le lien que vous avez dans l'URL de votre navigateur. Par exemple, mon nom de domaine à moi, c'est francomio.com, que vous pouvez voir ici en bas de l'écran. Si en revanche c'est une application mobile, vous allez avoir trois solutions. Soit vous la rendez accessible sous forme de Progressive Web App pour qu'elle soit utilisable sur le téléphone, soit vous voulez qu'elle soit accessible via les stores, et alors là il faudra du coup la publier sur Apple Store et aussi sur Android Store. Donc pour Apple Store, comme je l'avais précisé précédemment, sur la partie Test Flight, pour la faire tester à vos bêta-testeurs, et bien en fait c'est lié à votre compte Apple Developer. Donc sur votre compte Apple Developer, si vous avez utilisé TestFlight, vous avez déjà déployé ce qu'on appelle un build de votre application, et il faudra soumettre ce build à la publication sur le store, qui va vous demander plus d'éléments, et c'est la même logique pour la partie Android. Donc maintenant que nous avons mis notre application en production, eh bien nous allons passer à la dernière étape, qui selon moi est la plus importante à vrai dire, parce que comme je l'ai déjà dit précédemment dans les vidéos, pour vraiment comprendre les besoins de nos utilisateurs, il faut leur mettre l'application dans les mains. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps à développer un nombre trop important de fonctionnalités, se concentrer sur sa fonctionnalité principale afin de pouvoir mettre l'application en quelques semaines dans les mains de nos utilisateurs. Parce qu'au moment où les utilisateurs vont l'avoir dans les mains, quand bien même vous avez des bêta-testeurs, admettons vous avez eu 10 bêta-testeurs qui vous ont fait leur retour, donc vous avez fait du mieux que vous pouvez par rapport à tous ces retours, vous avez une version qui vous semble être vraiment pertinente pour la mise en production, eh bien vous allez voir que là, dès que vous allez avoir plus d'utilisateurs, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, eh bien il y a des retours que vous n'auriez pas anticipé. C'est sûr à 100% que c'est ce qui va se passer. Et donc c'est pour ça que je vous dis que selon moi cette étape est la plus importante, parce que à partir du moment où l'application est dans les mains de vos utilisateurs finaux, bah, le vrai développement pour moi, selon moi, commence, parce qu'ils vont vous remonter plein d'informations qui seront très importantes pour le futur de votre app, et du coup qui va lister les futures fonctionnalités et les futurs sprints de développement que vous allez devoir mettre en place pour créer au fil du temps une application qui répond de plus en plus aux besoins de vos utilisateurs finaux. Alors pour communiquer avec vos utilisateurs, eh bien vous pouvez déjà, étant donné que vous administrez votre application, eh bien vous pouvez contacter vos utilisateurs pour leur demander en fait de faire partie de vos nouveaux bêta-testeurs, de faire des entretiens avec eux, mais c'est toujours très important, comme depuis le début, de communiquer avec vos utilisateurs. Donc la façon la plus simple, c'est de les contacter directement, de leur demander s'ils veulent rentrer dans le programme de test, faire partie des bêta-testeurs, avoir les nouvelles fonctionnalités en avant-première, et c'est comme ça que vous allez pouvoir eh bien faire évoluer votre application. Sur la partie maintenance, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une application, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est vivant et qui regroupe
plusieurs outils qui sont interdépendants entre eux et chaque outil va avoir des mises à jour au fil du temps. Donc par exemple, vous allez avoir Apple qui va faire des mises à jour sur la façon, sur les réglementations des applications qui sont sur les stores, même chose sur Android, sur les dépendances que vous utilisez pour créer vos fonctionnalités, il y aura des mises à jour aussi. Par exemple, si vous utilisez Flutterflow, le langage derrière Flutterflow, c'est Flutter. Flutter peut être mis à jour aussi. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont représenter la maintenance et faire évoluer votre application techniquement au fil du temps, afin qu'elle reste toujours accessible et sans bug. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Développer une application est un projet passionnant, tellement passionnant que j'en ai fait mon métier. Cependant, c'est aussi un chemin semé d'embûches, surtout lorsqu'on est seul et sans expérience. Si vous souhaitez être accompagné, j'ai développé un programme qui n'a qu'un seul but, vous permettre de lancer la V1 de votre application. Ce programme allie sessions de coaching avec moi et contenu pédagogique. Si vous souhaitez découvrir ce programme, le lien est en description. N'hésitez pas à réserver un rendez-vous avec moi afin de faire le point sur votre projet.